Bien le bonjour les Anxios et aujourd'hui nous allons parler de ma lecture en cours, les New Teen Titans de George Perez et Marv Wolfman, une aventure disponible en 4 tomes chez Urban Comics, 4 pavés, collection DC essentielle, plus de 450 pages par bouquin, c'est vous dire si c'est une lecture incroyablement longue, conséquente et fastidieuse qui vous attend si vous décidez de franchir le pas. Pour ma part, je n'ai terminé intégralement que le tome 1, donc je ne parlerai que de celui-ci, cela va sans dire. Et si jamais je trouve d'autres choses à redire sur la suite de cette aventure, eh bien je ferai d'autres vidéos comme j'avais fait pour la Suicide Squad de John Ostrander. On est en 1980, lorsque le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur George Perez s'associent pour offrir un reboot à cette équipe des Teen Titans créée initialement dans les années 60 et composée originellement de Kid Flash, Aqualad, Wonder Girl, je crois qu'il y avait Speedy aussi dans la formation de base. Euh, et, et donc on décide de venir injecter un petit peu de sang neuf en 1980 avec la création de nouveaux personnages. Et pour l'occasion, on fait repartir la série au numéro 1. Ce volume 1 compile les épisodes 1 à 16 de la série New Teen Titans, mais également ce petit épisode introductif qui est un DC Comics Present numéro 26, voilà, et qui était en très gros le premier récit dans lequel Perez et Wolfman nous contaient comment ces nouveaux membres vont petit à petit créer la formation des Titans. Voilà. En fait, c'est leur première rencontre, si vous voulez. Alors, on va faire un rapide tour du roster. Nous avons ici au centre Raven, donc qui a un rôle ô combien crucial dans cette nouvelle formation des Teen Titans, puisque c'est elle qui va la créer, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle va aller à l'encontre de tous les membres qui vont composer cette nouvelle formation, afin de les coaliser, afin de créer un groupe et de lutter contre la menace de son père Trigon. Voilà. Raven, jeune fille mystique, ténébreuse, très en retrait, hein, timide, très réservée, qui est donc la fille d'une mortelle, mais également d'un démon, Trigon, l'un des super vilains les plus puissants de l'univers d'ici, créé pour l'occasion ici même, hein, dans ses pages, tout comme Raven, tout comme sa fille. Et donc Raven, elle a un pouvoir mystique, enfin elle en a plusieurs en fait, des pouvoirs liés au psychisme. Le premier, c'est qu'elle peut projeter une forme astrale d'elle-même, qu'elle appelle d'ailleurs son être d'âme, une espèce d'ombre en forme de corbeau, comme ça, qu'elle envoie là où elle veut. Ça lui permet d'analyser les environs, ça lui permet de faire plein de choses finalement, hein, de sonder les âmes et les cœurs des membres de son entourage. Enfin, ça lui permet de faire énormément de choses, y compris le café, j'imagine. Donc voilà. Et puis, alors attention, parce que elle est limitée quand elle fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, déjà d'une, physiquement, elle est vulnérable, parce qu'elle est obligée de se mettre en retrait et de se mettre dans une posture de méditation, parce qu'elle contrôle cet être d'âme uniquement avec la pensée, en fait. Donc physiquement, elle reste vulnérable. Et puis, elle n'a que 5 minutes d'autonomie. Tu vois, c'est encore pire que les batteries des téléphones portables. Tu vois, elle a que 5 minutes d'autonomie. Et si jamais elle dépasse ce délai, eh bien, elle s'expose à de graves conséquences psychologiques. Donc, il faut qu'elle fasse très attention avec cela. Et puis, elle a un autre pouvoir qui est plutôt cool, qui est d'absorber les émotions des gens qui l'entourent en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu te lèves le matin et là, tu ouvres la porte de ton frigo et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jus d'orange, bordel de merde. Il n'y a plus de jus d'orange, tu pètes un câble, tu vois. Là, tu as envie de botter des culs, tu as envie de claquer des portes, de niquer des mères, tu vois. Et là, ta Raven, hop, elle arrive dans le salon et de par sa simple présence, elle permet d'évacuer toute ta rage, toute ta frustration. Tu vois, c'est elle qui la prend sur elle. Donc ça, c'est plutôt cool. Force est de constater que c'est un pouvoir qui est effectif uniquement en équipe. Et c'est là toute la limite du personnage, c'est que tu la verrais très mal évoluer en solitaire, Raven. Hein. C'est un soutien psychologique au groupe. Rien de plus, rien de moins. Cela dit, c'est elle qui revêt ici la casquette de fondatrice du groupe, donc c'est pas rien, puisque comme j'expliquais, c'est elle qui va aller coaliser les autres membres afin de lutter contre Trigon, qui est son père et qui veut détruire le monde. Donc voilà pour ce qui est de Raven. Ensuite, nous avons, toujours dans la catégorie des nouveaux venus, Starfire, ici la belle princesse dorée, la belle extraterrestre, venue de la planète Tamaran. Elle s'appelle Coriander de son doux prénom. Et elle a la capacité de générer des rayons solaires très puissants. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'elle clairement la membre la plus puissante du groupe, hein, Starfire.
Donc elle peut générer des rayons solaires extrêmement puissants et puis elle peut voler. Donc c'est plutôt cool. Voilà, elle est très sexy. Et alors j'ai un gros problème avec sa caractérisation à ce personnage parce qu'on a voulu en faire à tel point une femme libérée que c'en est presque devenu l'inverse de ce qu'on espérait faire à la base. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu tellement axer le truc sur c'est une femme libérée de tous les carcans civilisationnels, sociétaux, etc. euh, qu'en fait, ils en ont fait une poupée gonflable, si tu veux. C'est-à-dire que moi, quand je vois Starfire, je vois plutôt, je me crois plutôt sur un site pornographique qu'autre chose, tu vois. C'est-à-dire que je vois pas forcément une super héroïne. Donc voilà. Alors déjà d'une physiquement, hein, et puis de par sa condition vestimentaire, mais c'est surtout la manière qu'elle a de réagir. C'est-à-dire c'est un personnage qui est ingénu et naïf parce qu'elle vient d'une autre planète, donc il faut qu'elle s'accoutume à nos mœurs. Et, euh, et de ce fait, il y a vraiment ce côté fille facile qui ressort. Tu vois, elle est tellement naïve que tu la mets facilement dans ton plumard, quoi. C'est ce que tu comprends concernant le perso. Et d'ailleurs, elle-même te laisse clairement comprendre qu'elle n'est pas indifférente au charme des terriens, à plusieurs reprises. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec cette personnalité un petit peu excessive de Starfire. Je demande à en voir plus. Voilà. Je demande à en voir plus parce que pour l'instant, c'est un personnage qui est traité relativement en surface. Voilà, c'est un pot de fleurs avec des gros seins, si tu veux. Voilà. Donc j'aimerais. Tu vois, puis même quand elle est en civil, elle est toujours dans la provocation, vestimentairement parlant, elle est toujours dans. Voilà. Toujours très sexy, quoi. Donc j'attends d'en voir plus concernant le personnage de Starfire, mais pour l'instant, au niveau de la caractérisation, c'est pas terrible. Ensuite, toujours dans la catégorie des nouveaux venus, nous avons Cyborg. Alors là, pour le coup, c'est mon personnage préféré de cette formation. Pourquoi? Parce qu'il est traité de la manière la plus humaine possible. C'est un personnage extrêmement touchant, Cyborg, la façon dont il est raconté ici. Voilà, Victor Stone, victime d'un accident, vous le savez, qui lui coûte une partie de son intégrité physique, une partie de ses membres en fait, que son père, un scientifique dénommé Silas Stone, décide de remplacer dans l'urgence par des membres métalliques. Et de ce fait, ça va clairement changer la condition physique de son fils, mais également tout le reste, hein, voilà, sa condition sociale, enfin sa vie sociale. En fait, Cyborg, c'est un personnage qui va vraiment basculer dans l'horreur psychologique, et c'est en cela qu'il est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que lui, ses super pouvoirs, il les vit comme un handicap parce que ça lui a coûté sa vie sociale. Avant, c'était un beau gosse, endurant, sportif, enfin endurant, pourquoi je dis endurant? Sportif, pardon. C'était un beau gosse sportif, voilà, et du coup brillant. Et du jour au lendemain, c'est devenu, et c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même, c'est devenu une boîte de conserve en fait. Tu vois. Donc lui, il le vit très très mal. Pour lui, c'est plus un handicap qu'autre chose, ses nouveaux pouvoirs. Il s'accepte pas en tant que tel, il s'accepte pas en tant que super-héros, il a beaucoup de mal avec cela. Et du coup, il tient pour responsable son père de cette transformation anatomique. Et de ce fait découle une relation tumultueuse entre ces deux personnages. Une relation très touchante. Parce que tu sens qu'ils s'aiment, mais il y a toujours voilà, cette différence entre eux. Et, et ça donne lieu à un arc scénaristique qui est probablement le meilleur de tout le volume 1. En tout cas, celui qui m'a le plus ému pour le coup. Donc voilà concernant Cyborg. A noter qu'il est beaucoup moins cheaté que le cyborg moderne, le cyborg des New 52 par exemple, ou le cyborg que vous avez eu dans le film Justice League de Zack Snyder, puisqu'Internet n'existant pas, et le monde de 1980 étant beaucoup moins informatisé que le monde de maintenant, et ben Cyborg, il n'a pas ce côté omniscient qu'il a à présent, tu vois. Donc il est beaucoup moins cheaté, c'est juste finalement une espèce de T800, un être fait de chair et de métal, qui bien évidemment est plus endurant et plus puissant qu'un être humain normal. Mais voilà, en plus il a des gadgets au bout de ses membres, hein, forcément. Mais voilà, il est pas cheaté comme l'est le cyborg moderne. Et puis je trouve que sous cette carapace de métal, finalement, c'est lui qui a le plus grand cœur. Et c'est lui le personnage le plus humain de tous. Là où les autres s'éclatent avec leur super pouvoir, lui c'est la dépression totale, quoi. Donc voilà, ça c'est les 3 nouveaux personnages qui ont été créés pour l'occasion. Nous avons également Changelin qui rejoint les rangs officiels de la Teen Titans. Alors Changelin, c'est un personnage qui existait bien avant cela, et là qui pour le coup est intégré dans cette formation. Garfield Logan, jeune milliardaire, il a hérité d'un empire colossal, d'une fortune colossale, et lui, sa capacité,
c'est de pouvoir se changer en n'importe quelle forme animale ou insectoïde de son choix. Voilà, si tant est qu'elle existe ou qu'elle a existé. Il peut se transformer en un truc tout droit sorti de son imagination, mais c'est beaucoup plus compliqué pour lui de le faire. Ça lui demande plus de ressources et d'énergie et c'est plus dangereux, plus risqué. Voilà, donc généralement quand il se transforme, c'est en des trucs connus, quoi, des lions, des serpents, ce genre de trucs. Alors c'est plutôt craqué sur le papier, mais finalement dans les faits, ce pouvoir, je le trouve pas exceptionnel. Pourquoi? Tout simplement parce que comme vous pouvez le constater, Changelin, il a muté génétiquement. Il est devenu tout vert, le gars. Tu vois, c'est-à-dire c'est un haricot, le mec. Les cheveux aussi, ils ont pris. Hein. Et même quand il se transforme, en fait, il garde cette coloration de peau. Et de ce fait, eh bien, ça limite clairement les capacités d'infiltration et de discrétion qu'auraient pu lui conférer ses super pouvoirs. C'est-à-dire que le gars, s'il se transforme en papillon pour venir t'espionner dans la bagnole, là, tu vas très vite comprendre que c'est lui. Tu vois, donc c'est dommage, c'est dommage. Donc sous papier, ses pouvoirs sont très cool, mais limités par cette coloration de peau qui ne favorise pas la discrétion et l'infiltration, clairement. Sa caractérisation est insupportable. C'est vraiment le personnage avec lequel j'ai eu le plus de mal, parce qu'on en a fait l'archétype de l'adolescent débile, très porté sur la chose, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on a tous connu, quand on était jeune, dans nos groupes d'amis, on a tous connu des mecs qui étaient un peu plus chauds que les autres, tu vois, si tu veux, qui avaient les hormones en ébullition, clairement. Et c'est le cas de Changelin, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ouvre sa bouche, c'est pour parler de cul. Donc c'est insupportable, vraiment ça le rend mais insupportable. Et puis c'est le comic relief du groupe, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une situation dramatique qui se présente, lui vient la désamorcer avec sa petite blague façon MCU qui est juste relou, quoi. Donc voilà, c'est le problème que j'ai avec Garfield, c'est ce ton très humoristique, tout le temps, à longueur de temps, quelles que soient les situations présentées, et puis vraiment cet aspect un peu obsédé, quoi, l'adolescent qui pense qu'à ça. Ça en devient lourdingue. T'as l'impression qu'il est stupide alors que c'est pas forcément le cas, mais ça en fait de lui un personnage stupide. Enfin voilà, c'est dommage. Donc voilà pour Changelin. Nous avons également Wally West. Alors là, on est sur les anciens. Hein. Wally West qui faisait déjà partie de l'équipe des Teen Titans bien avant ce reboot. Le Kid Flash. Voilà, Kid Flash. C'est-à-dire que lui, il est arrivé à l'époque où on travaillait sur un nouveau Flash, hein, Barry Allen, dans les années 50 à 60. Voilà, Barry Allen qui arrive, qui a le nouveau Flash de DC Comics, le nouveau Flash officiel, et donc on lui invente, John Broome et Carmine Infantino lui inventent un sidekick, Kid Flash, Wally West, un jeune rouquin qui va se mettre à courir. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Et du coup, je sais même plus ce que je voulais dire comme connerie. Donc voilà, Kid Flash, il a grandi, il a évolué, hein, c'est devenu un jeune adulte. Et il s'est un petit peu émancipé de son mentor. La preuve, hein, c'est que maintenant il travaille au sein des New Teen Titans. C'est un personnage qui est très en retrait dans ce volume 1. Il faut savoir que ce volume 1 fait la part belle aux 3 nouveaux persos, hein, forcément, Raven, Starfire et Cyborg, c'est-à-dire que c'est eux qu'on met le plus en avant parce que ce sont des personnages qui ont été créés pour l'occasion. Les autres, on les connaissait déjà d'avant, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu plus en retrait, pas forcément au niveau de l'action. C'est-à-dire que tous les membres de cette équipe ont leur importance sur les phases d'action et sur les combats. Mais par contre, au niveau du développement des backgrounds, au niveau du développement psychologique, c'est vraiment Raven, Starfire et Cyborg sur lesquels on fait le plus le focus. Hein, mais c'est tout à fait normal. Et donc, je trouve que Kid Flash ici, il est vraiment très en retrait. Ça n'a pas l'air d'être le cas sur le volume 2 parce que j'ai commencé la lecture du volume 2. Il y a déjà un ou deux arcs qui lui font honneur. Donc voilà, sur ce volume 1, Kid Flash, c'est clairement le personnage le plus absent du groupe. Voilà. Il y a un truc qui me fait marrer dans son costume. Autant j'adore le costume jaune, franchement. Limite, je préfère le costume jaune au costume rouge. Et j'aurais voulu que le Flash original, le Flash de la Justice League, si tu veux, il soit en costume jaune. Pourquoi? Parce que le rouge, c'est une couleur qui est déjà arborée par Diana, par Wonder Woman. Et donc, j'aurais voulu pour plus de diversité dans l'équipe de la Justice League que Flash soit en jaune. Tu vois. Puis jaune, c'est la couleur de l'électricité, enfin je sais pas, de l'éclair, tu vois ce que je veux dire, enfin voilà, bref, et donc du coup voilà, c'est pour ça que pour le coup j'aime bien le costume jaune de Kid Flash. Par contre un bémol, c'est au niveau voilà, le mec il est scalpé, tu vois, le masque en fait il est scalpé, donc ça laisse transparaître sa tignasse rousse, et j'ai un gros souci avec ça, c'est au niveau de l'anonymat, parce qu'en fait les rouquins, faut savoir que moi je me considère comme rouquin, faut savoir qu'on n'est que 3% sur Terre, ça c'est les résultats du dernier recensement, c'est-à-dire qu'en fait on est une espèce de race rare, et donc
laisser transparaître le fait que tu es roux, c'est pas anodin en termes d'identité. Euh, voilà, et tu vois, c'est un problème que j'ai par exemple avec Barbara Gordon. Je veux dire, t'en connais beaucoup des rouquines qui ont une tignasse longue jusqu'à l'arrêt du cul. Voilà, c'est très rare. Et donc, forcément, la meuf, elle laisse transparaître ça, donc tu comprends très vite de qui il s'agit. C'est le cas ici pour Wally West aussi, je suis désolé. D'ailleurs, il y a un épisode au début du volume 2 qui me donne entièrement raison. Kid Flash, donc c'est Wally mais avec le costume, hein, si tu veux. Il retrouve une ancienne camarade de classe, une ancienne amie d'enfance, et elle le reconnaît au premier coup d'œil, alors que le mec est masqué. Ah mais Wally! Attends, tu m'as reconnu? Le mec, il a la tignasse rousse qui dépasse. Heureusement qu'elle t'a reconnu. Bon. Bref, c'est un souci que j'ai avec ce costume, mais voilà, ça c'était pour la blague. Et donc enfin nous avons Robin, Dick Grayson, voilà le Robin officiel, hein. Il est Robin depuis 1940, depuis sa première apparition dans le Detective Comics numéro 38, les petits gars. Ça fait 40 ans qu'il est Robin, et là tu sens qu'il est en phase de transition. Alors non pas de genre, hein, mais putain les références à Le Pen, et puis enfin bref. Non pas de genre, mais il est en pleine phase de transition au niveau de son identité de super-héros. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il va devenir Nightwing en 84, donc 4 ans après ça. Et là, il est dans l'entre-deux, si tu veux. Voilà. Et tu le comprends parce que il n'a pas les mêmes responsabilités. Il a grandi, tout comme Wally West, hein. Voilà, c'est devenu un jeune adulte lui aussi qui s'est émancipé de Batman. Il a claqué la porte de la Batcave pour travailler au sein des Teen Titans. C'est pas forcément le chef de l'équipe ici, si tu veux. Il a plus le rôle qu'a Batman au sein de la Justice League. C'est pas forcément le chef, mais c'est plutôt lui qui organise les fights, ce genre de trucs. Tu vois. Évidemment, c'est le seul membre du groupe qui n'a pas de super pouvoir, donc forcément, c'est celui qui s'expose le moins, même si ça n'enlève rien à sa témérité. Dick Grayson, voilà, personnage extrêmement courageux. C'est un peu le grand frère de l'équipe, tu le comprends. C'est-à-dire que c'est pas lui qui a fondé l'équipe, c'est Raven, mais c'est lui qui en est le ciment, clairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas fondateur de l'équipe, mais il est clairement fédérateur. Donc voilà pour ce qui est de Robin, Dick Grayson. À noter que lorsque ça s'est écrit, on est en 1980 et qu'en 1980, il est le seul Robin existant, puisque son successeur, Jason Todd, n'arrivera que 4 années plus tard. Non, 3 années plus tard. 83. Jason Todd et Nightwing 84, c'est cela même. C'est cela même. Donc voilà pour Dick Grayson. Et puis nous avons enfin Donna Troy. Alors Donna Troy, c'est vraiment le personnage dont je me fous littéralement, si tu veux. En fait, vous savez, j'aime pas les sidekicks. Ça, c'est le premier bouquin c'est le premier bouquin des Teen Titans que j'ouvre de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, je déteste les sidekicks. Et généralement, les Teen Titans, c'est une formation composée pas exclusivement, mais en grande partie de sidekicks. Et je déteste les sidekicks. Pourquoi? Déjà pour leur côté juvénile. C'est-à-dire que ce sont des gamins ou des adolescents. Et pour moi, avoir un adolescent super-héros, ça décrédibilise le rôle du super-héros. Tu vois, quand Batman va affronter le crime avec un gamin de 10 ans, ça décrédibilise le travail de Batman. Voilà, parce que ça veut dire qu'en très gros, tout le monde peut le faire. Et quand des adolescents ou des gamins de 10 ans deviennent des super-héros, ça décrédibilise le rôle premier du super-héros qui est de sauver le monde. Ça veut dire que tout le monde peut le faire finalement. Donc j'ai vraiment du mal avec l'aspect juvénile des sidekicks, mais aussi ce qui me fait détester les sidekicks, c'est le manque d'originalité des personnages. C'est-à-dire que là, voilà, c'en est l'archétype même, hein. Donna Troy, c'est l'exemple même du truc, de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est Wonder Woman, mais en Wonder Girl, en fait, en plus jeune, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on s'emmerde pas. On reprend physiquement, c'est exactement le même personnage, une brune avec des longs cheveux. Elle a le même code couleur, voilà, costume rouge. On reprend le W, le lasso d'Estia, donc elle épouse exactement la même iconographie que Wonder Woman, personnage qui a été créé bien avant. C'est juste la même, mais en plus jeune, avec un autre nom, une autre origin story, mais par contre, il y a toujours le background de Themyscira derrière, etc., etc., voilà. Et je déteste les sidekicks pour cette raison, c'est que c'est... il y a un manque de créativité et d'invention flagrant et absolu dans ces personnages-là. Que ce soit Speedy, tu vois, le poulain de Green Arrow, que ce soit Batgirl, tu vois, Batgirl, c'est juste une variation de Batman, mais en fille, donc Batgirl, voilà, elle épouse la même iconographie que Batman, alors certes, elle n'a pas la même mentalité, la même philosophie, mais elle épouse tout le reste quand même, donc tu vois, en fait, pour moi, il y a un manque d'inventivité dans la création de ces personnages, je suis désolé, quoi, voilà. Et Wonder Girl, c'est l'archétype même du truc, quoi. Donna Troy. Donc j'ai pas grand chose à dire sur elle, si ce n'est que s'il devait y avoir
une leaduse, est-ce qu'on peut employer le mot leaduse? Je pense qu'à l'heure d'inclusivité, on peut tout se permettre. S'il devait y avoir une leaduse dans le groupe, eh bien ce serait elle, parce que c'est une des plus anciennes, et puis elle a ce côté guerrière, Amazon, elle vient de Themyscira avec toute la sagesse que ça implique. Voilà, sur le champ de bataille, c'est toujours la première. Donc je pense que ce serait elle la plus à même de diriger ce groupe, en fait, tu vois. Une guerrière, mais sans épée, hein. C'est peut-être elle qu'elle aurait dû adapter, Patty Jenkins, tu vois. Elle aurait peut-être dû faire un film Wonder Girl, finalement. Donc voilà pour Donna Troy. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette gonzesse? Pas grand-chose. Alors, tout ça pour vous dire que je n'ai pas aimé et que je ne conseillerais pas les New Teen Titans. En tout cas, ce tome 1, voilà, je changerai peut-être d'avis par la suite, mais pour l'instant, ce tome 1, je ne le conseille pas. Je n'y ai vu qu'un intérêt clairement historique. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est mythique dans l'univers d'ici. Mais c'est pas mythique pour ce que ça raconte, c'est mythique pour ce que ça apporte. C'est-à-dire qu'ici, en un seul épisode, le DC Comics Present 26, Perez et Wolfman créent 3 personnages phares de l'univers d'ici, à savoir donc Raven, Starfire et Cyborg. Hein. Donc c'est pas rien, il y a eu un gros travail de caractérisation, un gros travail de création à ce niveau-là, des personnages qui sont devenus iconiques de l'univers d'ici, donc en un seul épisode, donc c'est pas rien. Et puis par la suite arrive Deathstroke par exemple, tu vois, c'est-à-dire que ce ne sont pas les seuls qui ont été créés pour l'occasion, il y a eu Trigon, le père de Raven, il y a eu Deathstroke. Donc en fait voilà, il y a vraiment un profond intérêt historique à lire ça, parce que c'est la jeunesse de Raven, c'est la jeunesse de Trigon, c'est la jeunesse de Deathstroke, etc. Donc c'est vraiment très important à ce niveau-là. En fait, si tu veux étendre ta culture de comics, ta culture DC Comics, tu es obligé de passer par là. C'est-à-dire que c'est un incontournable. Après, pour ce qui est des scénarios en eux-mêmes, enfin des scénarios, pardon, de ce que ça raconte, je suis beaucoup plus mitigé. Alors déjà, on retrouve tous les poncifs de l'époque en termes de narration, c'est-à-dire des lourdeurs et des longueurs. Des petits encadrés de contextualisation pour t'expliquer ce que tu viens de voir et ce que tu vas voir, au cas où. D'interminables bulles de pensée, d'interminables monologues intérieurs pour t'expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Alors, le mec donne un coup de poing, il y a un petit encadré pour te dire qu'il va donner un coup de poing, et il y a la bulle de pensée du mec qui te dit qu'il va donner un coup de poing. Au cas où tu n'as pas compris, en fait. Tu vois. Et c'est vraiment tout ce que je reproche à cette époque, c'était une narration vraiment laborieuse. T'as l'impression qu'on te prend pour un débile, sans déconner. Hein. Putain. Donc un petit souci à ce sujet-là, et ça rend la lecture assez désagréable, pour être franc avec vous, et surtout interminable. Un épisode, c'est 20 pages à peu près. J'avais l'impression d'en lire 60. Parce que c'est interminable, parce que ça rabâche. Au niveau des scénarios en eux-mêmes, alors tiens, l'exemple type de ce que je suis en train de vous raconter. Vous avez ici une pleine page avec Starfire, belle, gracieuse, là, qui vole dans un ciel, un beau ciel d'été, avec un soleil éclatant. Hein, voilà. Elle est heureuse de vivre et tout va bien. Ok. Elle est comme un poisson dans l'eau, sauf qu'elle n'est pas dans l'eau. Et en fait, si tu veux, là on t'explique avec des petits encadrés, la journée commence chaude avec l'arrivée du printemps. Les manteaux sont mis de côté pour la journée, mais tout à fait rangés. Le ciel gris depuis 10 semaines est désormais bleu, etc., etc., etc. Alors c'est très littéraire, certes, pourquoi pas, c'est plutôt bien écrit, hein, c'est pas très complexe, mais pourquoi pas. Seulement, j'ai envie de dire, mec, on se serait contenté du dessin, j'aurais compris exactement la même chose. Ça n'apporte rien. Si ce n'est rajouter du récit, rajouter du blabla et rendre les épisodes interminables. La lecture est extrêmement fastidieuse là-dessus. Comme je vous l'expliquais, hein, moi je lis ça le soir si tu veux, et tu sais, normalement le soir je me dis toujours, allez hop, encore un petit épisode avant de dormir. Généralement sur un truc moderne c'est 8-10 minutes un épisode. Là c'est une demi-heure. Donc du coup tu réfléchis, tu te dis non en fait je vais peut-être me le garder pour demain. Et donc du coup ça n'avance pas. Je n'avance pas, c'est très très long à lire pour cette raison. Hein. Puis il y a 450 pages rien que sur ce tome 1, donc t'imagines bien que voilà. Alors au niveau des scénarios, il y a le côté kitsch de l'époque, avec beaucoup de science-fiction.
personnages assez ridicules, quoi. Je veux dire, ils te refont le coup du général nazi qui veut conquérir un pays ou je sais pas quoi. Il y a un point fort qui à la fois est une faiblesse, c'est le fait qu'on veuille ratisser large. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de faire la part belle à main contexte de l'univers d'ici, un main pan de l'univers d'ici, par exemple la Grèce antique ici, hein, voilà, avec Téléskira et donc une histoire qui est bien évidemment dédiée à Wonder Girl. On a l'aspect cosmique, il y a tout un arc sur Trigon et les dimensions infernales, enfin voilà, avec les enfers et tout le bordel, tu vois, donc d'autres dimensions, ok. Donc en fait on ratisse très large, donc ça c'est un point fort dans le sens où ça va permettre de multiplier les contextes et de multiplier les types de récits et les types d'histoires, ok, de vraiment diversifier les enjeux, donc ça c'est plutôt cool. Le défaut, c'est qu'on a une multitude, une avalanche de personnages de ce fait qui viennent se greffer au scénario, au récit, plus les Teen Titans qui sont pas forcément tous très bien présentés, et donc du coup c'est le bordel. C'est le bordel, t'en as au large. Tu vois. Je veux dire, t'as même un moment la Doom Patrol qu'est-ce qu'elle vient foutre là. Alors je veux bien moi qu'on intègre d'autres personnages, d'autres équipes et tout, mais 2 secondes, faites ça plus tard les petits gars. Déjà, présentez-moi le groupe. Alors, c'est fait qu'à moitié. Voilà, comme j'expliquais, on met en avant Raven, Starfire et Cyborg, ça c'est plutôt bien fait, mais les autres, j'ai envie qu'on me les remette là et et en fait, j'ai envie de voir évoluer ce groupe dans leur vie de tous les jours. J'ai envie qu'on mette un appareil photo, une caméra dans leur tour en forme de thé là, et puis qu'on les voie servir des thés justement, servir des cafés, faire des trucs, tu vois. Voilà, tomber amoureux, avoir des, tu vois, commander des pizzas. Alors vous allez dire, t'as qu'à allumer ta télé, connard. C'est con, mais là j'ai envie de voir, j'ai envie d'un petit peu de télé-réalité là-dedans, si tu veux. Voilà, c'est des adolescents qui doivent apprendre à vivre en groupe, et j'ai envie que ce soit un peu plus développé à ce niveau-là. C'est pas le cas. Là, tout de suite, on les envoie sur le champ de bataille, se taper contre des extraterrestres ou contre des nazis là. Donc pour moi, c'est ça le problème, c'est que il y a trop d'action, il y en a vraiment trop, ça n'arrête jamais. Trop de personnages, trop de dimensions. Je suis pas contre tout ça, mais par contre, il aurait fallu que ça vienne un peu plus tard. J'aurais voulu qu'on prenne plus le temps. Calmez-vous, voilà. Présentez-moi bien les persos, mettez-leur des enjeux à hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adolescents. Les Teen Titans, c'est des adolescents qui apprennent à vivre en communauté, qui apprennent à travailler en équipe et qui apprennent à maîtriser leur pouvoir du mieux possible pour servir le bien commun, si tu veux. C'est un peu les X-Men de chez DC, en fait, hein, les Titans. Et moi, c'est ça que je voudrais voir, en fait. C'est ça que je voudrais voir. Au niveau de la mise en page, comme vous pouvez le constater, c'est surdécoupé. Il y a vraiment ce côté étriqué où tu as beaucoup de cases, beaucoup de petites cases et beaucoup de personnages par case, avec tout le blabla qui est autour. Il y a un côté très étouffant, un côté oppressant, qui n'a pas lieu d'être. À la limite, dans Crisis on Infinite Earth, ça me posait pas trop de soucis, parce que justement, le récit s'y prêtait bien à cette ambiance oppressante. Mais là, je sais pas, j'aurais préféré que ce soit un peu plus aéré. Il n'y a pas suffisamment de place pour la contemplation. Donc voilà, pour toutes ces raisons, eh bien, je ne vous conseillerais pas les New Teen Titans, en tout cas pas ce volume 1, les petits gars. Voilà, à moins que vous ne soyez éventuellement un inconditionnel d'un des membres du groupe ou du groupe en entier, ou pourquoi pas de Deathstroke qui trouve son origine ici. Ou à moins que vous ne souhaitiez étendre vos connaissances de DC Comics tout comme moi. Donc à ce moment-là, vous serez obligé de passer par là. Ça, c'est indéniable, parce que ça reste mythique pour tout ce que ça apporte à l'univers. Mais ce n'est pas forcément une lecture très plaisante et très divertissante. Voilà. Ciao les zingues, à la prochaine.